Secrétaire nationale des écologistes. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maud, bonjour Marine Bonjour. Tondelier. D'abord, la mort du pape, on le sait peu, mais il se trouve que vous êtes une catholique pratiquante. Hier, le président français a salué un homme qui, je cite, a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Est-ce que c'est aussi l'image que vous garderez du pape François ? Je crois que la question de savoir si je suis pratiquante ou pas n'est pas vraiment le sujet en tant que femme politique. Le sujet, c'est la bataille culturelle qu'a menée ce pape en particulier sur des sujets qui me tiennent à cœur en tant que secrétaire national des Verts, et évidemment sur l'écologie, mais aussi sur le social, sur la technologie. Il a porté des discours très forts, courageux, et donc c'était, je pense, pour beaucoup d'écologistes, on a été un peu soufflé quand on a lu l'encyclique Laudato Si, puis l'exhortation apostolique Laudate Deum. C'était des mots qui étaient très forts. Et moi, je me rappelle. Inspiration pour vous ? Mais moi, quand j'ai lu ça, c'était au moment où le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, nous qualifiait de terroristes. Et je me rappelle avoir lu cette exhortation apostolique parce que la Croix m'avait demandé d'en faire une recension. Et je m'étais dit, mais il a mieux compris l'écologie, le pape, que la plupart des politiques français. C'est un truc qui m'avait vraiment frappé. Alors après, je vous dis, cette bataille culturelle, c'était important, mais on aurait aimé qu'il puisse la mener aussi sur des sujets tels que le féminisme. Les femmes ont peu leur place dans l'Église aujourd'hui. Vous pensez que l'Église peut encore bouger sur l'avortement, sur la PMA, sur les femmes ? J'espère bien, et c'est même indispensable. C'est son rôle que d'éclairer aussi l'humanité, que d'être tolérante. Quand j'entends maintenant que peut-être l'homosexualité n'est plus un crime, très bien, mais c'est encore un péché, il va falloir aller plus loin. Quand j'entends aussi le côté timoré de l'Église sur la reconnaissance du fait qu'elle a fait des victimes parce qu'elle n'a pas su voir, elle n'a pas su écouter les victimes de certains prêtres. Et puis, ce pape, il a été plus loin que d'autres sur ce sujet, mais il a refusé de mettre en place des mesures fortes. Par exemple, le fait d'avoir un tribunal pour les évêques qui auraient fait preuve de dissimulation, le fait de faire des saisines automatiques de la justice pour des cas de violences sexistes et sexuelles. Je pense que l'Église doit aller encore plus loin. Évidemment, à l'heure où le conclave s'ouvre, on a peur d'une régression collective, d'une rechute. Voilà. Alors, venons-en à la responsable politique, comme vous disiez que vous êtes. Elle est aussi concernée par la préparation du budget 2026 en France, de manière beaucoup plus terre-à-terre. Avec cette question, l'abattement fiscal de 10% pour les retraités va-t-il, oui ou non, être supprimé ? Hier, à votre place, le député RN Laurent Jacopelli disait « Pour nous, ce serait un motif de censure ». Est-ce que c'est le cas pour vous aussi, ou est-ce que c'est un sujet ouvert au débat ? Je suis ravie de savoir que le Rassemblement national a besoin de motifs de censure. Nous, on en a tous les jours. Voilà, on se demande plutôt s'il y a des motifs de non-censure de ce gouvernement. Pour ce qui est de cette mesure en particulier, en fait, on se dit que ce gouvernement, ils ont quand même toujours besoin de boucs émissaires, quoi. Alors, c'est jamais les plus riches. Eux, on les laisse tranquilles. Et comme on ne touche pas à ceux qui ont le plus d'argent, du coup, on doit aller chercher d'autres. Là, ça tombe sur les retraités. Moi, je veux bien qu'on regarde la situation des retraités en France, qui est peut-être plus favorable pour certains retraités que pour certains actifs. Mais franchement, je me dis, ça va faire en sorte qu'il y a 18,5 millions de retraités qui vont payer plus d'impôts, cette mesure. C'est-à-dire tous les retraités imposables. Ça va faire en sorte que 500 000 retraités qui n'étaient pas encore imposables vont le devenir. Est-ce que c'est juste ? Franchement, j'en suis pas persuadée. Et du coup, voilà. Vous en doutez, mais vous ne fermez pas totalement la porte. Non, mais on a bien évidemment que ça se regarde, tout se regarde au point où on en est. Mais je remarque que ce gouvernement ne regarde jamais du côté des plus riches. Et je rappelle quand même qu'en 20 ans, leur fortune a été multipliée quasiment par 10. Elle a augmenté de 844%. En 20 ans, la formule des ultra-riches. Question de la contribution des plus hauts revenus, etc. On va pas refaire tout le budget maintenant. Non, mais l'impôt, il est censé être progressiste. Oui, mais progressif surtout, la plus révélateur. Il se trouve qu'aujourd'hui, un Français moyen, il paye 50% d'impôts quand on cumule tout. Les ultra-riches, c'est 26%. C'est-à-dire que l'impôt, il est peut-être progressif au début, mais pour les très riches, il devient dégressif. Nous avons un problème. Avant tout. Et je pense que ce n'est pas les retraités le sujet. Je voudrais évoquer avec vous également une proposition qui vient de maires. On est à un an à peine maintenant des élections municipales, des maires écologistes, des maires socialistes qui disent qu'il faudrait abaisser l'âge de vote pour les municipales à 16 ans. Qu'est-ce que vous en espérez ? Gonfler vos scores pour les municipales en allant chercher chez les jeunes ? Alors il faut abaisser, oui, le vote à 16 ans, et pas que pour les municipales. C'est une proposition historique des écologistes. Il se trouve que Noël Mamère l'avait portée dans sa campagne de 2002, et je m'en rappelle très bien parce qu'à l'époque, c'était l'année de mes 16 ans. Et il faut quand même se dire qu'aujourd'hui en France, on peut ouvrir un livret d'épargne à 12 ans, on a une responsabilité pénale à 13 ans, on peut faire un testament à 16 ans, mais par contre pour voter, il faut attendre 18 ans. Et la conséquence que ça a, c'est que comme les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent pas voter, on ne fait pas attention à eux. Là, par exemple, typiquement le pass culture.
on vient de supprimer le pass culture pour les moins de 17 ans et de le raboter à partir de 17-18 ans. Par souci d'économie, en effet. Bon, typiquement, Monsieur Jacobelli, il n'a pas hurlé sur votre plateau. Pourquoi? Parce que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas voter. Sur Parcoursup, sur le SNU, sur l'uniforme à l'école, je pense qu'ils sont concernés aussi et qu'ils doivent pouvoir s'exprimer. Et surtout, je le dis, on se plaint de l'abstention. Et on a raison de le faire, tous. Mais du coup, le premier vote, on s'en souvient. Et qu'il ait lieu à 16 ans, quand on est censé encore être scolarisé, être au lycée, ça permet aussi un apprentissage de la citoyenneté dans des cercles en dehors de la famille. Et donc, ça permet de se forger son opinion, qu'on apprenne à l'école comment on vote et de le faire. En même temps, je pense que c'est fondamental pour l'apprentissage de la citoyenneté. Les villes écologistes, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours, le patron de Safran, Olivier Andriès, vous a ciblé tout directement. Je rappelle pour nos téléspectateurs, il a visiblement gardé un très mauvais souvenir de l'implantation d'un site à Rennes, qui est une ville socialiste avec des élus écologistes dans la majorité. Il disait, chaque fois que l'on aura un choix de localisation à l'avenir, d'une usine notamment, je bannirai une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. Ça vous est indifférent ou ça vous fait réfléchir? Ça me fait beaucoup réfléchir à la croisade que certains industriels engagent contre des écologistes, à tort. Je rappelle la situation à Rennes, parce qu'on en a peu parlé. Rennes, il y a un site Stellantis qui ferme. La collectivité rachète la friche, comme beaucoup de collectivités le font, en disant, sur ce site, mesdames et messieurs, nous nous engageons à installer des entreprises durables, de transition écologique, donc soit de mobilité décarbonée, soit de construction durable. 1 heure avant l'annonce du pacte avec Safran, les écologistes sont informés 1 heure avant de la sortie de ce communiqué de presse. Ils disent... Excusez-moi, mais par rapport à ce qu'on a voté, c'est-à-dire on veut des industries durables, c'est pas exactement ce qu'on s'était dit, puisque l'aviation, c'est 5% du réchauffement climatique dans le monde. Lui, il remet en cause le pilotage des écologistes dans toutes les villes écologistes. Vous avez entendu, il ne dit pas juste Rennes, il dit toute ville détenue par une majorité écologiste. Donc déjà, quand il dit qu'il s'est fait jeter des tomates, je rassure tout le monde que c'est une image de sa part. Juste les écologistes ont dit que ce n'était pas le deal sur ce site. Rien n'a changé, même quand il y a 500 emplois en jeu. Déjà, nous, les tomates, on ne les gaspille pas, on les mange. Et que l'été, quand c'est de saison. Donc ça, c'est faux. La deuxième chose, c'est qu'il était aussi en discussion avec la métropole de Lyon, qui est aussi dirigée par des écologistes, qui lui faisait vraiment, qui lui déroulait un tapis rouge. Parce que nous, on est pour l'industrie. Qui s'est opposé à l'implantation à Lyon? C'était Laurent Wauquiez, qui a supprimé toutes les subventions à Safran. Donc pas de souci avec Safran et pas de souci. Nous aimons l'industrie, mais nous voulons... L'emploi, c'est la clé. Un dernier mot. Mais la qualité de l'emploi, c'est important aussi. Un dernier mot. Vous avez été réélu ce week-end secrétaire national des écologistes. Je vous le confirme. 73% des voix. Ça vous attire quand même quelques critiques en interne. La députée écologiste Sandrine Rousseau disait il y a quelques jours dans le Figaro, Marine a sa hype, mais nous sommes quand même en train de devenir, comme le parti Renaissance, centré autour d'une seule personne, mais sans projet. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, ça fait longtemps que je ne commande plus les provocations de Sandrine Rousseau sur les plateaux, donc je ne vais pas faire ça ce matin. Ce que je dois vous dire, c'est que j'ai été très émue par ce score, parce que vous savez, des fois, les journalistes, ils essayent un peu d'écrire le récit à notre place, et donc je lisais partout que les militants n'en pouvaient plus de moi, que c'était la catastrophe, qu'il n'y avait plus de confiance chez les Verts. Cette confiance, elle est renouvelée comme jamais elle ne l'a été. Le record du monde international du score d'une secrétaire nationale, c'était Cécile Duflot, qui avait fait 56%. Je fais 73%. Mais sans avoir clarifié. Alors, je veux bien qu'on m'explique encore une fois que tout va mal, qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, et en particulier Sandrine Rousseau, c'est possible. Si vous souhaitez avec ou sans LFI pour 2027. Voilà. On ne sait toujours pas si pour 2027 vous souhaiterez aller avec ou sans LFI. Si, alors ça on sait, ce qu'on souhaite. On souhaite une candidature commune de toutes celles et ceux qui le souhaiteront. Y compris et derrière on pense même que c'est une condition indispensable à la victoire des écologistes et de la gauche, pas juste pour qu'on soit content de gagner, pour changer la vie des Français. Enfin, ceux qui votent pour nous, ceux qui votent pas pour nous et ceux qui votent pas du tout. Donc voilà, on doit être là. Il y a une urgence telle que moi, le nombrilisme, je vais plus supporter ça longtemps. Donc je vais être pénible, préparez-vous, mais pour la bonne cause. Merci à vous, Marine Tondelier. Merci, Adrien Gindre. Dans un